Reprenons avec ce qu'on pourrait appeler les enseignements des fouilles de la tannerie de l'îlot 1-5, en commençant par l'histoire même de l'îlot. Comme vous le savez certainement, tout archéologue a la tentation de réécrire l'histoire du site sur lequel il travaille à la lumière de sa propre fouille, de ce qu'il a dégagé, de ce qu'il a observé lui-même. Je n'échappe pas à ce travers, même dans un site aussi prestigieux et qu'on croit aussi bien connu que Pompéi. Plus j'étudie les publications de fouilles, et plus encore les innombrables commentaires, redites, interprétations, réinterprétations, polémiques qui encombrent la littérature pompéianiste, plus je doute de la pertinence de certaines reconstructions proposées, surtout en ce qui concerne les phases anciennes de la ville. De quand date vraiment l'enceinte en papamonte qui entoure la ville? À quand remontent les premières maisons à atrium? Les façades en opus quadratum en calcaire sont-elles à peu près contemporaines ou bien s'échelonnent-elles sur plusieurs siècles? Comment date-t-on tel ou tel artisanat et son évolution? Lorsqu'on lit les articles et les livres consacrés à ces questions, on se rend compte combien les réponses varient selon les traditions universitaires, voire la nationalité des chercheurs. Certains Italiens dateraient trop haut, d'autres trop bas. Certains Anglais joueraient à la baisse, faisant descendre toutes les datations sous Auguste ou presque. Mais qui date juste? Or, la base de tout raisonnement archéologique et historique implique d'abord de replacer correctement les vestiges dans l'échelle du temps. Évidemment, chaque auteur est convaincu du bien fondé de ces datations, comme je le suis des miennes, ce qui aboutit à des dialogues de sourds. Le plus souvent, en l'absence de publication du mobilier associé au niveau de fondation et aux couches d'occupation des maisons, on ne peut même pas discuter les propositions de datation. Paradoxalement, dans cette Pompéi qu'on croit si bien connue, nous nous heurtons à la rareté des contextes stratigraphiques clairs et à la difficulté de datation à partir de la céramique, imprécise en elle-même, notamment pour les 4e, 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ, et surtout à l'interprétation des durées d'usage et de la résidualité des fragments trouvés dans les couches archéologiques. Dans les cas les mieux documentés, on peut avoir au mieux des bornes chronologiques après lesquelles ont été construits tel ou tel mur ou telle maison. Donc la part d'interprétation personnelle de chaque auteur est grande, d'autant plus grande, comme je vous l'ai dit, que des écoles de pensée s'affrontent. Cela explique des variations considérables de chronologie et des polémiques durables, dont j'ai déjà présenté des cas en traitant des datations divergentes de sites aussi emblématiques que le temple d'Apollon ou la colonnade du forum triangulaire. C'est pourquoi je vais céder à la tentation, certainement outrancière, d'éclairer certains points de l'évolution architecturale et urbanistique de Pompéi à partir de nos propres fouilles de l'îlot 1-5 près de la porte à Stabia. Un îlot qui deviendra, au 1er siècle de notre ère, une grande tannerie, mais qui a enregistré, malgré sa position excentrée, des témoignages de toutes les époques qu'il convient de prendre en compte. Bien entendu, je ne peux pas prétendre être totalement neutre dans les polémiques en cours. Qui le serait? Mais je tiens à dire que j'ai abordé la fouille de l'îlot 1-5 avec d'autant moins d'idées préconçues que notre problématique originelle portait sur l'étude de la phase finale de l'îlot, celle qui concerne le processus de tannage. Je n'ai découvert que progressivement les potentialités de cet endroit, toujours par hasard, et j'ai réalisé la fouille bien avant de m'apercevoir des conséquences, parfois dérangeantes, des découvertes que je faisais. La démarche est donc inverse de celle de certaines équipes qui ont effectué des fouilles extensives dans des zones où elles pensaient pouvoir
trouver des réponses aux questions qu'elle posait à l'histoire de Pompéi et éventuellement pour prouver leur théorie. Sur le fond, il faut s'entendre, je ne critique pas du tout cette approche. Je crois que l'archéologie n'est efficace que si le chercheur aborde un site avec une problématique et cherche à éclaircir une question historique. Un archéologue qui n'a pas de problématique est aveugle et rate les observations essentielles. Les questionnements évoluent avec l'avancement des recherches, l'avancement des techniques de fouille, de datation et d'interprétation, et avec l'évolution même de notre civilisation. Il n'y a donc de bonnes recherches archéologiques que soutenues par des problématiques. Mais face aux sédiments qui ont enregistré des faits aussi divers que des traces de construction, des restes alimentaires, des gestes rituels, etc., quelle que soit notre problématique de départ, il faut rester souple et réactif, s'adapter au terrain et tenter d'observer ce qui est pertinent au moment où la recherche se fait. Cette longue introduction n'a d'autre but que vous expliquer pourquoi, partant de l'étude d'une tannerie ensevelie en 1979, j'en suis venu à intervenir dans des débats qui concernent aussi bien la datation des remparts de la ville que l'organisation des maisons samnites ou l'histoire de la peinture. Nous suivrons le fil de cette histoire en commençant donc par l'îlot lui-même avant d'aborder dans une prochaine séance la tannerie en tant que telle. La région 1 a été délimitée par Giuseppe Fiorelli par les rues de Stabi à l'ouest, la rue de l'Abondance au nord, la rue de Nocera à l'est et les remparts au sud. La porte de Stabi, que vous voyez ici, constituant l'une des entrées principales de la ville, les îlots qui l'abordent ont un caractère commercial très marqué et nous l'avons vu à propos des recherches de Stephen Ellis. Dans la partie basse, au sud des théâtres, la rue est longée par une succession de tavernes et d'auberges répondant à la demande des voyageurs, des voituriers et des bateliers du fleuve Sarne qui passaient pas très loin de ce secteur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce secteur a fait l'objet de fouilles entre 2005 et 2012 dirigées par Stephen Ellis de l'Université de Cincinnati. Ellis et ses collaborateurs ont publié chaque année des relations préliminaires de fouilles dont je me suis beaucoup servi dans des articles online disponibles sur un site qui s'appelle FASTI Online, Documents and Research. Un peu en retrait, dans l'îlot 2, qui est situé ici, là, on trouve à la fois des demeures, parfois luxueuses, comme la Casa della Grata Metallica en 1-2, des habitations plus modestes, en 1-2-15 par exemple, et des auberges, de nombreuses tavernes de toutes tailles, ainsi de suite. L'îlot 1-5 lui-même, que vous voyez ici, est ceinturé par 4 rues. Au nord, la rue la plus importante, qu'un graffito écrit sur l'enduit à l'est de la porte de la tannerie désigne comme la Via Tertia, était en partie dallée de blocs de basalte à ses deux extrémités. On le voit ici et là. Mais pas fini dans la partie centrale. Il semble que les travaux étaient donc en cours au moment de l'éruption et qui les a en quelque sorte interrompus. Au sud, la rue qui longeait les remparts est en terre, de même que les ruelles qui bordent l'îlot à l'est et à l'ouest. L'îlot 1-5 a été dégagé en 1873-1874 durant la grande campagne de dégagement qui mit au jour l'ensemble des îlots situés sur le côté oriental de la Via de Stabi. Il a fait l'objet alors de publications sommaires à l'époque de la découverte, mais par la suite, aucune étude de détail n'a été entreprise et publiée. Les recherches nouvelles ont été entreprises par le Centre Jean Bérard en 2001 sous la direction de Martine Le Guillou et de moi-même, avec la collaboration de nombreux étudiants dont certains ont ensuite été recrutés par le CNRS, comme Emmanuel Bott, Laetitia Cavassa, Guillaume Chaplin, et d'autres finissent leur thèse, comme Bastien Lemaire ou Dorothée Némé. Je voudrais aussi rappeler l'engagement de Marie-Pierre Amargé
qu'un destin tragique a enlevé à notre affection. Sur les principaux résultats, je vous renvoie aux travaux de Martine Le Guillou, notamment à son livre sur le cuir et la pelleterie à l'époque romaine, paru à Paris en 2004, et aussi aux relations de fouilles que nous avons publiées dans les mélanges de l'École française de Rome chaque année. Ces textes sont disponibles gratuitement sur Internet. Les recherches de terrain, qui ont duré de 2001 à 2010, n'auraient pu être réalisées sans la bienveillance du surintendant Pier Giovanni Guzzo. Elles s'intégraient dans un programme financé par le ministère des Affaires étrangères, programme portant sur l'artisanat à Pompéi, et sur un autre programme de l'Agence nationale de la recherche, programme nommé Artifex, que j'ai dirigé de 2000 à 2013. Les travaux de ces programmes ont porté sur l'artisanat du textile, avec Philippe Borgard, sur celui des parfums, sur celui de la vannerie, avec Magali Culin-Mengo, sur l'atelier de peintre 199, que j'ai cité tout à l'heure, avec Marie Tuffeau-Libre, sur l'artisanat du plomb, avec Nicolas Montex, sur celui du fer, avec Marie-Pierre Amargé, sur celui de la poterie, avec Laetitia Cavassa, et sur celui de la boulangerie, que j'ai longuement cité, avec Nicolas Montex. Ces travaux se prolongeront dans les années qui viennent, avec un projet de grande ampleur concernant non plus l'intérieur de la ville, mais un secteur hors les murs, au nord de la Porta Vesuvio, une zone appelée le Fondo Barbatelli, que Bastien Lemaire et moi-même avons l'intention d'explorer. Mais revenons à l'histoire de l'îlot 1.5. La porte et la voie de Stabi ont été dégagées de 1851 à 1852. Dans la foulée, une partie de l'insula 1 fut mise au jour. Les travaux reprirent 20 ans plus tard, en 1872-73, quand Fiorelli fit dégager les îlots 1 et 2 totalement. Débuta ensuite la mise au jour de l'îlot 5, qui dura de septembre 1873 à juin 1874 et qui aboutit à un enlèvement presque complet des cendres volcaniques et des lapillis, mettant au jour, entre autres, un corps dont le moulage a été conservé et a échappé notamment au bombardement de 1943. Il est toujours visible. Les documents sur les dégagements de 1873-1874 sont rares. Ils consistent en 5 séries. Les journaux de fouilles, souvent très décevants, les publications d'époque qui ne sont pas sans mérite, quelques photographies anciennes, comme celle de Pierre Guzman, conservée à l'Institut national d'histoire de l'art de Paris, ou les photos de la Fox Collection, conservées à la Society of Antiquaries de Londres, la maquette de Pompéi, qui est exposée au Musée archéologique national et qui nous donne des informations que l'on trouve nulle part ailleurs, notamment sur l'état des peintures, et les objets recueillis, qui sont en partie conservés au Musée archéologique national de Naples, mais qui, pour la plupart, et quand je dis la plupart, c'est pratiquement 80% ou 90%, ont été perdus ou détruits. Les travaux de dégagement de l'époque ont abouti à la mise en évidence de 3 unités, on pourrait dire d'habitation, pour faire simple, qui étaient indépendantes au moment de l'éruption. Une première unité avec une entrée donnant sur un petit appartement, possédant une large pièce et plusieurs chambres, ainsi qu'un étage auquel on accédait par un escalier. Ensuite, une très grande tannerie qui occupait la majeure partie de l'îlot, centrée sur une cour bordée par 2 portiques et comportant une grande salle ici avec 15 cuves de tannage et en contrebas un vaste espace vide considéré comme un terrain vague ou un jardin. Enfin, ouvrant sur la ruelle orientale ici, une large entrée construite après le tremblement de terre de 62-63 donnait accès à un espace qui était en ruine au moment
de l'éruption et qui semble avoir été anciennement abandonné et en travaux lorsque le volcan est entré en éruption. Nos fouilles ont montré que s'il n'y avait pas de communication directe de cet ensemble avec la tannerie, cet espace devait pourtant en faire partie, car les tuyaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées de la tannerie s'y déversaient directement. Mais nous y reviendrons dans la partie finale de cette histoire. Les fouilles stratigraphiques que nous avons réalisées ont montré que la situation que l'on constate en 1979 était le résultat d'une évolution complexe que je propose de diviser en 5 phases. La première phase couvre la période archaïque et la période classique. La deuxième phase concerne des maisons samnites construites au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La troisième phase concerne les maisons du IIe siècle et du Ier siècle avant Jésus-Christ. La quatrième phase caractérise les transformations des maisons au cours du Ier siècle après Jésus-Christ, avec la mise en place d'un atelier de potier et de 2 tanneries. Et enfin, la phase 5, la phase finale, est caractérisée par l'installation de la grande tannerie après le tremblement de terre de 62 ou 63. Commençons donc par la phase 1. Voici une vue de nos fouilles. En certains endroits, les lapidis, heureusement, n'avaient pas été totalement enlevés et nous avons eu la chance de trouver par endroits les niveaux scellés par l'éruption de 79. Commençons donc par la phase 1. Donc voici les 5 phases, la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Vous voyez que progressivement l'espace se remplit. Ce n'est pas que... ça tient en partie au fait que, évidemment, au début de l'histoire, le site est peu occupé, mais ça tient aussi au fait que, bien sûr, les travaux postérieurs, notamment des dernières phases, ont beaucoup détruit les vestiges des phases antérieures. La phase 1, donc, est caractérisée par un terrain qui était encore vierge de construction et probablement marqué par un dénivelé assez important entre la partie nord et la partie sud du terrain. Ce dénivelé est suivi par un mur de direction nord-sud, de direction est-ouest, simplement que la photo est à l'envers, édifié en gros blocs de papamonte ou de cette lave tendre. Vous voyez ici le tracé de ce mur. Ce mur a été retrouvé donc dans la partie méridionale du portique dans plusieurs sondages que nous avons faits en succession. Il repose sur des couches volcaniques recouvrant la coulée basaltique. Une étroite tranchée de fondation le borde en amont, dans ce secteur-là. On le voit en plusieurs endroits. Ici le mur et ici, vous voyez le mur et sa tranchée de fondation qui coupe les niveaux géologiques d'une éruption ancienne. Cette tranchée de fondation contenait très peu de matériel. Principalement, j'en ai trouvé une dizaine, disons, mais il faut prendre en compte surtout un fragment de coupe Blush A2, que vous voyez ici, qui est daté de la fin du VIe, début du Ve siècle avant Jésus-Christ. Il y avait aussi, évidemment, des céramiques modelées et un fragment d'œuf d'autruche. Le mur, comme vous l'avez vu, est conservé sur 2 à 3 assises au maximum. La question qui se pose au vu de l'emplacement et de l'orientation de cette longue structure est son appartenance possible aux remparts en papamonte d'époque archaïque. Le lieu le plus proche où cette muraille a été mise au jour se trouve près de la porte à Nochère et je l'ai présenté dans le premier cours. À cet endroit, nous avons vu que Stefano De Caro a effectué 4 sondages en 1982 et que Valentino Gasparini et José Saez ont repris les fouilles qui confirment à peu près ces observations. Le module des blocs du mur trouvés dans la tannerie et leur mise en œuvre sont compatibles avec ceux de la muraille de Papamonte. Il faut donc imaginer que le tracé
de cette muraille délaisser le parcours que suivra le rempart postérieur pour suivre une rupture de pente un peu au nord et se rattacher à l'éminence rocheuse supportant le forum triangulaire. Se pose alors un problème chronologique. En effet, Stefano De Caro propose de dater le rempart en Papamonte du milieu du VIe siècle, car il interprète la couche 10 de son sondage 1 de 1982 comme une fosse constituée alors que la muraille existait déjà, impliquant donc que le mur en Papamonte aurait été en usage dans la seconde moitié du VIe siècle. Cette interprétation a été acceptée par tous sans discussion. Si le tronçon de mur dégagé dans l'îlot 1.5 correspond bien à ce rempart en Papamonte, il faudrait alors en abaisser la construction après la fin du VIe siècle ou au début du Ve siècle à cause de la présence du fragment dont je viens de vous parler. Dans ce cas, la couche 10 de la fouille de Stefano De Caro serait antérieure à la construction du rempart et recouverte par le sol qui lui est lié. Mon interprétation de la fouille de Stefano De Caro trouverait d'ailleurs une confirmation dans le fait que dans la fouille Gasparini-Saez ou Rossaez, la courtine en Papamonte est édifiée sur un niveau qui contient déjà du Buco-Nero campagnien. Or, si j'ai raison, les implications sont considérables. Ça veut dire que la ville archaïque, dont nous savons qu'elle s'étendait partout sur le plateau, mais de façon assez lâche, n'aurait eu un rempart étendu qu'assez tard, vers la fin du VIe siècle au plus tôt. Cette question cruciale pour l'évolution urbanistique de Pompéi est donc réouverte et nous attendrons de prochaines fouilles pour en savoir plus. Mais en tout cas, la question est posée. Quelle que soit l'interprétation à donner de la découverte du mur en Papamonte et qui continue jusque dans l'îlot 1 de la région 1 où les fouilleurs de l'université de Cincinnati dirigés par Stephen Ellis l'ont découvert, nous n'avons pas trouvé de traces de maisons de cette époque. Au contraire, je pense que les flancs du Talweg, qui étaient aux époques samnites et romaines empruntées par la Via Staviana, vous voyez ici, ça forme en fait une petite vallée, ces flancs ont été entamés sur les côtés pour ouvrir des carrières de pierres de basalte de part et d'autre du chemin. Je propose l'hypothèse que le théâtre fut construit au IIe siècle avant Jésus-Christ à l'emplacement d'une ancienne carrière. Une autre carrière était ouverte, le théâtre que vous voyez ici, une autre carrière était ouverte à l'emplacement de l'auberge 118, l'Hospitium de Hermès. Nous avons en effet dégagé en partie, sous la pièce d'entrée de la maison 151, c'est-à-dire ici, le front de taille de cette carrière qui modèlera la topographie postérieure des îlots. Les débuts de l'extraction ne sont pas datables. Une carrière est un processus continu de prélèvement de pierres dont on ne peut préciser que la fin par l'analyse de son comblement. L'existence d'un front de taille explique le dénivelé important entre l'îlot 1 et l'îlot 5 et la présence d'une ruelle insolite entre les deux. Le fond de la carrière a été comblé de blocs de rebut et d'éclats de taille recouverts après l'abandon par des couches de colluvion qui ont livré deux coupelles à vernis noir Morel 4373 et les niveaux de colluvion ont également livré un assez abondant matériel de la seconde moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, montrant que cette carrière a cessé d'être en fonction à cette époque, mais rien n'empêche de faire remonter son ouverture au Ve siècle, ce qui est mon hypothèse actuelle. Sur le comblement de la carrière que vous voyez ici le comblement de la carrière et les niveaux de colluvion postérieurs. On construisit une première maison qui s'inscrivait dans le lotissement de la région 1 réalisé après la construction de la muraille paléosamnite à Aguerre que nous avons vue dans le premier cours et dont la datation n'est pas fondée sur des certitudes stratigraphiques mais sur un faisceau d'indices qui oriente vers la fin du IVe, début du IIIe siècle avant Jésus-Christ.
L'état 2 de notre îlot commence donc avec la construction, dans la partie nord de l'îlot, d'une maison que j'appelle 1,5A, caractérisée par une façade en grand appareil et des murs latéraux et internes, en quelque sorte, en opus africanum, c'est-à-dire des murs constitués de raidisseurs et de chaînages d'angles en blocs de calcaire entre lesquels on bâtissait un remplissage de moellons. La maison 1,5A occupe un lot de 10,80 mètres de largeur d'est en ouest et de 27,75 mètres de longueur du nord au sud, soit, vous voyez ici, soit exactement 40 pieds par 100 pieds osques. Cette première maison, étroite, tout en longueur, voisine avec la maison 1,5B, qui est limitée à l'est par une ruelle qui comportait un puits public. Cette maison sera regroupée avec la voisine, donc ils ne feront qu'une seule maison au cours de l'état 3. La maison 1,5A a livré des vestiges très détériorés par les transformations ultérieures. Les structures les mieux conservées sont la façade en grand appareil et l'entrée, ici, et une salle à banquet située à l'est de l'entrée. La datation de l'état 2A, c'est-à-dire la fondation de la maison, est fondée sur la stratigraphie de la pièce 22 que vous voyez ici, qui est voisine donc de la salle à banquet. La carrière de basalte dont je viens de parler, nous avons vu qu'elle avait été comblée au cours de la seconde moitié du IVe siècle. Les fondations du mur de façade et des murs en opus africanum sont creusées dans les niveaux de comblement. Vous voyez ici la fondation et la tranchée de fondation. Ces niveaux contiennent exclusivement de la céramique résiduelle. On ne peut donc assurer la datation véritablement. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a été construite après la seconde moitié du IVe siècle. Mais, comme nous allons le voir, le style de la peinture de la salle à banquet, qui est située ici, se rapproche fortement des peintures campaniennes de la fin du IVe et du début du IIIe siècle. Salle à banquet dont vous voyez ici le dégagement en cours. Par ailleurs, la façade nord est construite avec des blocs de tuf calcaire qui proviennent d'un édifice antérieur démantelé. En effet, les blocs utilisés en fondation sont recouverts de enduit et présentent des trous de baramine causés par les démolisseurs. Ces blocs proviennent probablement du rempart orthostate qui, comme je vous l'ai expliqué dans le premier cours, succéda à l'enceinte de Papamonte et qui fut démantelé en partie lors de la construction de la muraille paléosamnite. Nous avons vu que plusieurs façades anciennes de Pompéi, dont la Casa del Chirurgo ou la Casa degli Scienziati, sont également construites avec des blocs de remploi de la même origine. Immédiatement après l'entrée, l'entrée qui est ici, on trouvait à l'est la salle à banquet qui s'étend sous les futures pièces 4, 7, 24, 50, etc. La salle, ceinturée par des murs en opus africanum, mesure 6,40 mètres de longueur par 4,80 mètres de largeur. Le sol est pavé en opus signinum blanc avec des inclusions d'éclats de calcaire blanc. La partie centrale est surbaissée et dessine un rectangle de 10 pieds par 16 pieds, des pieds osques bien entendu. Elle est bordée par une moulure en forme de cavé délimitant une plate-bande où étaient disposés des lits de banquet. Si les banquettes mesuraient environ 2,25 m de longueur, la salle aurait été équipée pour 9 banquettes, en tenant compte, bien entendu, de l'espace réservé à l'entrée. Les enduits qui recouvraient les murs comportaient une partie inférieure noire surmontée d'un filet rouge et d'une frise de vagues peinte en noir sur fond blanc. Au-dessus du mur, le reste de la paroi était blanche
jusqu'au plafond. C'est un style de peinture radicalement différent du style structural grec et du premier style pompéien. Dans un article paru en 2007, j'ai proposé de l'appeler style zéro, car antérieur de près d'un siècle au premier des 4 styles pompéiens définis par Auguste Mao. Ce style de peinture est attesté dans la décoration des tombes samnites en Campanie et des tombes étrusques, notamment dans la tombe numéro 1 de la nécropole delle Grotte di Populonia. Ces tombes sont datées de la deuxième moitié du IVe siècle et de la première moitié du IIIe siècle. Une célèbre tombe samnite trouvée à Cumes lors du creusement du grand collecteur de Naples en 1889 montre une aristocrate assise sur un fauteuil dans une pièce ornée du même décor. Le peintre a montré que la scène se passe dans l'angle de la salle, en représentant la rencontre des ondes marines déferlant dans un sens opposé. Vous voyez, ici et là. Il s'agit d'une pièce d'apparat où la maîtresse de maison fait sa toilette, tenant un miroir et assistée d'une servante qui lui apporte un alabastre rempli de parfums et un calatos, qui est évidemment le symbole de la bonne ménagère. Ce type de décor n'avait pas encore été découvert dans des contextes d'habitat, et sa présence dans l'îlot 1.5 est à mettre en rapport avec un fragment d'enduit décoré d'ondes marines trouvé dans les fouilles de la Casa del Centauro par Filippo Coarelli et Fabrizio Pesando. Ce dernier fragment provient d'un remblai et ne peut donc être rattaché à une paroi précise. Mais il assure que ce style de peinture était relativement courant dans les maisons du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et il est possible qu'il ait décoré les 2 autres salles à banquet découvertes sous la Casa delle Forme di Creta par les fouilles de Stefano De Caro et Antonio d'Ambrosio. La datation de cette maison samnite se situe dans la première moitié du IIIe siècle pour les raisons que j'ai énoncées, c'est-à-dire sûrement postérieure à la seconde moitié du IVe siècle et contemporaine des tombes de la fin du IVe, du début du IIIe siècle, à cause du style de la peinture. Cette datation suscite un certain nombre de révisions. D'une part, elle conforte la datation de la muraille paléosamnite et de l'extension urbanistique qui s'en est suivie, notamment dans la région 1. La maison 1-5A serait l'une des premières édifiées de la nouvelle ville. Deuxièmement, si plusieurs maisons aristocratiques du début du IIIe siècle ont ce plan particulier dérivé de la maison grecque à Pastas et comportant un androne décoré de peinture, comme sous la Casa delle Forme di Creta et dans l'îlot 1.5, cela signifie qu'il s'agit à Pompéi d'un équipement de base des maisons aisées. Je n'adhère pas en effet à l'hypothèse de Filippo Coarelli et Fabrizio Pesando qui font de la salle à banquet de la maison 1-5A le siège d'une association militaire chargée de la garde de la Porta Stabia à l'intérieur d'une salle analogue à celle mise au jour aux abords de la porte de l'enceinte de Tricarico par les fouilles dirigées par Olivier de Casanove. La fouille de Tricarico qui se situe ici. Pardon. Voilà. Je pense que lorsque nous aurons une documentation suffisante sur les maisons aristocratiques du début du IIIe siècle à Pompéi, nous constaterons qu'elles comportent souvent, comme à Olynte, cette salle que l'on appelle androne. L'influence des pratiques helléniques sur les populations italiques, notamment sous la forme de banquets entre égaux, se renforça en effet au cours du IVe siècle et du début du IIIe siècle grâce aux rapports entretenus avec les princes hellénistiques qui s'allièrent aux cités grecques et aux peuples indigènes pour contester l'hégémonie grandissante de Rome depuis Alexandre le Molosse, roi d'Épire, entre 342 et 311, jusqu'à Pyrrhus, qui fit campagne en Italie entre 280 et 275. Cette influence est aussi forte à Pompéi qu'elle l'est en bien d'autres endroits de Grande Grèce, comme
à Arpi, que vous voyez ici, ou à Buccino, où une salle à banquet très richement décorée a été mise au jour par les fouilles de Werner Johanowski. Troisième point, il me paraît difficile que coexistent à la même période deux types de maisons aristocratiques. Les maisons dérivant du type grec à pastas et les maisons à atrium à plan canonique. Nous revenons donc à la polémique sur la datation des maisons à atrium de Pompéi, et je répète donc que je pense que la Casa dei Scienziati et la Casa del Chirurgo, que les maisons de la région 6 récemment fouillées par les équipes dirigées par Filippo Coarelli et Fabrizio Pesante, telles que la Casa del Naviglio, la Protocasa del Centauro et celle del Granduca Michele, qui varient selon les auteurs entre la fin du IVe siècle, voire le 1er siècle pour la Casa d'Amarantus, remontent au plus haut dans la seconde moitié du IIIe siècle et plutôt vers la fin. Il me semble en effet que si les maisons à salle à banquet à la grecque datent de la première moitié du IIIe siècle, il est très probable que les maisons à atria sont un peu plus tardives. La datation par Rick Jones et Damien Robinson de la Casa del Chirurgo à la fin du IIIe siècle ou au tout début du siècle suivant pourrait donc être juste et marquer une phase de cette diffusion qui deviendra vraiment significative à partir du début du IIe siècle. D'abord avec des façades en calcaire, profitant des stocks de blocs subsistants, voire de nouvelles extractions en carrière, puis dans le courant du IIe siècle avec des façades en tuf dites de nochelles. La généralisation du plan atrium ne sera pleinement effective, selon moi, qu'au cours des siècles suivants, et on le trouvera dans des maisons construites dans l'îlot 1-5 vers la fin du IIe siècle, ce qui nous amènera à examiner dans un prochain cours le cas de l'état 3, puis de l'état 4, de l'état 5 de l'îlot 5, et je vous remercie.